Qu'est-ce que l'universalisme à la chinoise apporte au débat sur la démocratie? Eh bien, il est étonnant, mais il faut le remarquer parce que c'est une évidence, il n'y a pas en Chine de définition ou de prétention à une définition universelle de la démocratie. Pourquoi ? Parce que s'il y avait une bonne définition de la démocratie, elle nous diviserait, elle diviserait le monde. Elle jetterait de l'huile sur le feu. Vous savez que cette prétention à définir la bonne démocratie, cette prétention à détenir la bonne définition de la démocratie, c'est une prétention typiquement occidentale. La plupart des universitaires ou politiques occidentaux considérant que ce que les Chinois appellent démocratie n'est qu'une mascarade, une pseudo-démocratie. La bonne définition de la démocratie n'est pas seulement un objet de savoir, la bonne définition d'une manière générale n'est pas seulement un objet de savoir descriptif, mais également un enjeu de pouvoir prescriptif, puisqu'elle constitue une norme qui prétend dire le vrai et le juste, le vrai et le bien. Elle ne permet pas seulement d'arbitrer des conflits, mais de les dominer, et de les dominer à son profit, bien sûr. Il semble donc cohérent qu'une doctrine à visée pacifiste renonce à la poursuite de tels invariants. La doctrine de Xi Jinping ne définit donc jamais la politique au singulier, elle ne définit jamais le socialisme, ni la démocratie, ni l'état de droit. Mais elle en donne toujours la version à la chinoise, avec cette adjonction d'un adjectif, ou du syntagme Zhongguo Tese, c'est-à-dire à la chinoise, entendant par là qu'il n'y a pas, ou qu'elle ne prétend pas, en tout cas, posséder ou formuler une définition universelle censée valoir pour tous. Même si notre susceptibilité entend surtout ce qui, dans ce discours chinois, bouscule nos définitions, Xi Jinping ne s'exprime qu'en notions circonstanciées. Cette contextualisation des notions se traduit par des formes rhétoriques récurrentes. En général, c'est le rajout d'un ou plusieurs adjectifs, ou des jeux numérologiques aussi, comme dans l'expression des 2 objectifs de centenaire, des 4 intégralités, des 4 vices, des 12 valeurs socialistes, ce qui est une manière de dire, par exemple, sur cette dernière expression, que la Chine ne prétend pas définir un socialisme universel, mais qu'il y a en Chine une manière assez spécifique à la chinoise de penser le socialisme. Un socialisme spécifique, le socialisme qui est le sien. Ces procédés inaccoutumés au lecteur platonisant, disons occidental, qui est habitué à un usage absolutisé des notions et non circonstancié, cet usage original, étrange, peut paraître au lecteur occidental donc comme une langue de bois, comme un procédé fuyant qui néglige l'exigence de clarté, qui frustre son attente de définition. La stratégie rhétorique chinoise engendre donc un étonnant paradoxe. C'est que le refus de recourir à la bonne définition, au motif qu'elle est un instrument rhétorique de domination, peut multiplier les malentendus, au lieu de les élucider. Il n'est finalement pas exclu que ces notions circonstanciées, au lieu de désamorcer les accusations d'idéologie, s'attirent de nouvelles critiques. Comme le montrent par exemple les critiques de François Bougon, ce journaliste qui écrivait « Si a pourfendu à ses débuts la langue de bois et le style empesé en usage au sein du parti,
il s'y est aujourd'hui complètement rangé. Voilà ce qu'écrit par exemple François Bougon dans La tête de Xi Jinping en 2017. Bon, illustration parmi d'autres d'une difficulté à comprendre le sens et les attendus de la rhétorique chinoise. On peut comprendre la stratégie rhétorique de Xi Jinping comme une alternative à deux types de postures rhétoriques. L'une normative, l'autre métathéorique. La posture normative, c'est celle qui considère qu'il y a une bonne définition de la démocratie, qui devrait s'exprimer au singulier et qui serait en soi indépendante des circonstances historico-géographiques. C'est le cas de la démocratie au singulier, telle que nous l'entendons en Occident et qui est complètement identifiée, assimilée à la démocratie représentative, que nous appelons démocratie tout court, comprise comme norme universelle permettant de diagnostiquer la valeur des régimes politiques. Et la posture métathéorique qu'on peut identifier chez Walter Gallier observe que le concept de démocratie relève de la catégorie des concepts essentiellement contestés, selon l'expression de Gallier, que c'est un concept aporétique, sans définition consensuelle. Surplombant les conflits de définition, elle considère, cette posture métathéorique, que le concept de démocratie se résumerait finalement au conflit d'interprétation qu'il suscite entre les autorités symboliques en compétition pour la détermination de son sens légitime. Et ici, je fais référence au concept de concept essentiellement contesté développé par Walter Brice Gallier dans Essentially Contested Concepts Proceeding of the Aristotelian Society, dans Philosophy and the Hysterical Understanding, paru en 1968, pages 157 à 191 notamment. Vous voyez aussi dans la revue Philosophie numéro 122 de 2014, les concepts essentiellement contestés et la critique interne, le christianisme et la démocratie comme idée dominante, un texte de Nestor Capdevila. J'invoque ces références pour souligner le fait que la prétention à la détermination du sens légitime de certains concepts a été identifiée comme un problème par certains philosophes occidentaux. Trop rares, trop marginaux, trop peu discutés, mais le problème n'a pas été soulevé que par moi. La rhétorique de Xi Jinping renvoie dos à dos ces deux postures méthodologiques contraires, néanmoins, puisque Xi Jinping affirme, ou plutôt n'affirme jamais qu'il existerait un modèle normatif, un modèle définitif, un modèle universel de la démocratie. Il ne s'adosse jamais à aucune définition théorique idéale qu'il s'agirait de réaliser dans l'histoire. Il ne se contente pas non plus de constater les polémiques, comme le font par exemple Capdevila ou Gallier. Il ne se contente pas non plus de constater les polémiques contre le caractère démocratique de la démocratie socialiste. Il affirme qu'au regard des choix historiques qu'a fait la Chine socialiste depuis 1949, la démocratie socialiste ou démocratie consultative convient à l'idiosyncrasie de son peuple, c'est-à-dire convient, si vous voulez, à la particularité, à la manière propre, absolument spécifique que ce peuple a de concevoir sa propre histoire. Contrairement à ce que pense donc Gallier, qui fait l'hypothèse que dans le débat sur la démocratie, le conflit d'interprétation sur le sens légitime du concept est, je le cite, indépassable, parce que les utilisateurs de ce concept sont contraints de s'opposer, je cite encore, Xi Jinping, lui, nous semble se situer plutôt dans une perspective relativiste de non-rivalité, dans une perspective de conciliation qui se fait un objectif de tenir ensemble les contradictions.
en ne cherchant pas nécessairement à les surmonter précisément. Il ne s'agit ni de soumettre, ni de se soumettre, encore moins, bien sûr, de se soumettre. Donc, à la différence de Walter Brice-Gallier, Xi Jinping ne considère pas que les divergences de vues sur la démocratie doivent pousser ses interlocuteurs internationaux à l'opposition. On peut être d'accord sur un désaccord, ou tout au moins sur nos différences, c'est-à-dire identifier un désaccord sans en faire un motif de rivalité, comme y invite le principe relativiste de la mandarine que j'ai défini précédemment dans un podcast auquel je vous renvoie, pour que chaque pays développe dans son propre pays, dans son horizon historico-géographique, le modèle démocratique qui lui convient. Mais on peut même, malgré ce désaccord sur les axiomes du modèle démocratique choisi, mener un dialogue constructif à condition de reconnaître que ce dialogue est limité et que ses prétentions sont limitées. Il faut que ce dialogue soit compris plutôt comme un accord gagnant, c'est-à-dire un ajustement marginal, focalisé sur les intérêts communs, identifiés par ailleurs, comme y encourage la doctrine diplomatique officielle des accords gagnant-gagnant. Ce dialogue politique ne peut constituer une critique, ou ne peut se constituer en une critique qui vise à modifier les axiomes fondateurs d'un pays tiers, ni la recherche d'un compromis qui demande de renoncer à tout ou partie de ce qui est essentiel à l'identité d'un modèle. Car une telle pratique du dialogue ne serait qu'une invitation maladroite à se méconnaître ou à se renier soi-même. D'où les vertes répliques de la diplomatie chinoise face à ces critiques contre sa propre démocratie, contre sa démocratie socialiste, critiques comprises comme autant d'atteintes à sa souveraineté. Voilà, et si vous voulez voir comment les diplomates de la nouvelle génération répondent à ces leçons de démocratie que prétendent leur infliger les pays occidentaux, je vous renvoie par exemple aux articles parus sur le blog ou sur le site de l'ambassade de France et son ambassadeur de Chine en France, Monsieur Lou Chaillet. Je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous pour la suite de ces réflexions sur l'universalisme à la chinoise et le sens chinois de la démocratie socialiste. Je vous souhaite en attendant une belle journée à tous.